3, c'était le développement. Et la sécurité, tant bien que mal, nous nous battons. Nous nous battons, on est en train de faire quelque chose. Et sur le plan de la réconciliation et la cohabitation, j'ai créé ce que j'ai appelé cellule d'appui à la pacification en Nord Kivu. C'est une cellule qui existe, qui a d'ailleurs fait déjà beaucoup de plaidoyers. Aujourd'hui, elle a obtenu un financement de plus de 100 000 $ pour devoir organiser des rencontres intercommunautaires pour que les gens commencent à vivre ensemble. Voici maintenant que la conférence arrive. J'avais évoqué cette idée bien avant, même pendant les élections, mais moi je l'avais transformée autrement. J'avais estimé qu'on l'appellerait même conférence des diables. Mais ça, c'était à l'époque où je considérais que les enfants du Nord Kivu se diabolisaient mutuellement. Et que donc il fallait que tous ceux-là qui se considèrent comme diables puissent se rencontrer et parler de cette diabolité, si on peut l'appeler ainsi. Et à l'issue de la conférence, on sortirait en train de se voir ne plus être diable et peut-être se sanctifier. Maintenant qu'elle arrive, elle ne sera plus une conférence des diables. Elle est une conférence des fils et filles du Nord et du Sud Kivu. Mais je sais qu'on sous-entend qu'il y a des gens qui se considèrent comme des diables. Et qu'à la fin, lorsqu'on va la terminer, on va considérer qu'il n'en est pas question. Donc, je considère que le programme que j'avais élaboré auparavant est en train de se matérialiser. Et maintenant, le développement va s'en suivre, ou est en train d'ailleurs d'être exploité de par ce que je suis en train de vous dire. Comment vous pouvez vous imaginer que dans une période de guerre, nous puissions aujourd'hui arriver à quintupler les recettes de l'État? Au niveau du trésor public, nous avons trouvé les recettes ici à presque 1 million de $. Mais maintenant, le Nord Kivu, au mois de novembre, nous avons réalisé 5 millions de $, malgré la guerre. Nous avons bouché presque toutes les zones d'évaporation. Nous sommes à 5 millions de $. Et je suis en train de lire dans beaucoup de journaux à Kinshasa, où on place la province du Nord Kivu parmi les dernières provinces, du moins le gouverneur, pour lui qui ne fait rien. C'est très étonnant. Et moi je comprends les Kinois parce que quand on vit à Kinshasa, on croit que Kinshasa c'est la République, et on fait les interprétations sociologiques ou socio-économiques par rapport à la ville de Kinshasa. Et il faut dénoncer de ces gens, des journalistes qui s'écartent de l'impartialité, de l'indépendance, de la neutralité du journaliste, qui doit plutôt donner la vision réelle que traduit la République, au lieu de donner les sentiments qui l'animent. Donc je crois qu'il faut comprendre qu'au Nord Kivu, si on devait analyser objectivement les gouverneurs qui sont en train de faire leur travail correctement, les gouvernements provinciaux qui sont en train de faire leur travail correctement, je crois qu'au regard de l'insécurité qu'il y a, celui du Nord Kivu ne viendrait pas dans une position vraiment inconfortable. Il serait dans une position que je ne vais pas citer, parce que là on dirait que je suis en train de me côté moi-même. Tout à fait. Le chef de l'État présentait jeudi 6 décembre dernier un discours bilan. Donc une année depuis son investiture à la magistrature suprême du pays. Quelle lecture faites-vous de cette adresse du président de la République? Moi je crois qu'il faut remercier sincèrement le chef de l'État pour cette cartographie qu'il a faite, parce que la République démocratique du Congo est un géant, mais que certains appelaient géant au pied d'argile. Et je crois que le chef de l'État est en train de transformer cette argile petit à petit, pour que finalement la RDC ne devienne pas un géant au pied d'argile, mais un géant au pied d'acier. Et c'est important, parce que déjà le fait d'avoir cimenté cette cohésion, d'avoir rassemblé toutes ces forces qui hier s'échangeaient des tirs, pour que finalement nous ayons une armée qui commence à s'organiser petit à petit, pour que nous ayons une administration qui commence à répondre d'un seul chef, pour que nous ayons une assemblée nationale, un sénat, des assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux. Moi je crois que c'est déjà quelque chose. Non pas qu'on demande au chef de l'État en une année de faire les miracles. Le fait d'abord d'asseoir le pouvoir de l'État, de restaurer déjà petit à petit l'autorité de l'État, c'est déjà quelque chose. Il a toujours dit dans son discours que nous avons 145 territoires et qu'il n'y a que 2 territoires qui posent problème au Nord Kivu, à savoir le territoire de Rutshuru et celui de Masisi. Et surtout que ce n'est pas l'ensemble du territoire de Rutshuru et de Masisi qui pose problème. Ce sont des localités, on peut même les appeler des groupements. Hein? Si aujourd'hui il y a une déstabilisation à Rutshuru, c'est peut-être en termes de groupement, ce n'est pas en termes de l'ensemble du territoire. S'il y a une déstabilisation à Masisi, c'est en termes de groupement. Et que donc, je crois que le chef de l'État est en train de faire
elle est nécessaire. On ne doit pas aujourd'hui, en une année, commencer à lui demander de construire des routes, commencer à lui demander de construire des grands barrages. Parce que moi, je suis planificateur de formation. Les études de faisabilité elles-mêmes peuvent même prendre 5 ans. Donc il ne faut pas qu'on dise qu'aujourd'hui le chef de l'État, pourquoi il n'a pas encore construit une route qui part de Maniema jusqu'à Kisangani. Les études, pour ne fût-ce que savoir il faudra quel type de matériaux, ces études-là peuvent même faire 2 ans. Et que donc, on ne doit pas demander à quelqu'un qui est dans un laboratoire en train de planifier, savoir ce qui sera fait demain, on ne doit pas lui demander de commencer à le faire. Parce que si on réalise des projets sans étude de faisabilité, ces projets sont voués à l'échec. On vous a annoncé par exemple les 5 ou 6 milliards ou 8 milliards de Chinois. Cet argent peut être injecté en RDC. Mais si cet argent n'est pas précédé d'une bonne planification, ça ne peut rien faire. Donc moi je considère que nous sommes dans une phase où on fait les études, on est dans les laboratoires, on est en train de voir quelle est la priorité par laquelle il faut commencer. Mais malheureusement, alors que les chefs de l'État, avec le gouvernement, sont en train de se demander sur la priorité sur laquelle on doit commencer, il y a d'autres déstabilisateurs qui empêchent en fait, et c'est ça que j'ai toujours dit, qui empêchent à ce que l'on puisse aller de l'avant. Vous imaginez le Nord Kivu aujourd'hui, le Sud Kivu hier, lorsqu'il y a des gens qui déstabilisent Minembwe, lorsqu'il y a des gens qui déstabilisent Kichanga, quelle est l'intention réelle qu'ils ont, si ce n'est d'empêcher au concepteur de réaliser son plan? Et comment se présente la situation humanitaire? Oui, la situation humanitaire est très très catastrophique au Nord Kivu, à la suite de tous ces combats qui ont eu lieu dans les différentes localités. L'ensemble de la population a quitté les habitations. Et c'est ainsi que vous avez des camps de regroupement à Rutshuru, à Nyongera, au stade à Rutshuru, vers le côté Ishacha, Nyamilima, du côté de Massissi, vous en avez un peu partout. À l'ouest de Goma, il y a des camps. Donc tout cela ne fait que nous interpeller. Parce que ce sont nos parents, ce sont nos enfants, ce sont nos tantes, nos mères, malheureusement qui sont victimes aussi d'autres actes de vandalisme comme les violences sexuelles. Vous imaginez, depuis le début de l'année 2007 jusqu'à novembre, nous sommes au Nord Kivu à 2922 cas de viol. Ce sont des violences sexuelles qu'il faut décrier. Et tout ça, il y a des gens qui se frottent les mains lorsqu'ils sont pointés du doigt d'avoir été auteurs de tous ces actes-là. Et que donc, je salue d'abord l'implication de la communauté internationale pour l'aide qu'elle nous apporte dans le cadre de l'encadrement de toutes ces populations qui sont dans des conditions très très désastreuses. Mais je voudrais insister sur le point qu'on ne doit pas continuer à donner de l'aide aux gens dans les camps. Il faudrait qu'on examine la possibilité de retour de ces gens, qu'on les accompagne dans leur milieu naturel. Parce que dans les 2 ou 3 mois qui suivent, si ces populations ne sont pas rentrées, ou si elles ne retournent pas chez elles, eh bien on va observer une pénurie en produits vivriers. Si aujourd'hui la communauté internationale est en train d'assister les déplacés en produits vivriers, demain, ça sera la demande de l'ensemble de la population qui n'aura plus accès à ces produits cultivés par ces populations du fait de leur regroupement dans les camps. Et que donc, je ne vois pas une communauté internationale qui va trouver une aide à l'ensemble des 5 millions qui constituent la population du Nord Kivu, parce que tout simplement, elle n'aura pas eu accès à la nourriture du fait du regroupement des gens dans les cas de déplacés. Donc, je crois que aussi bien la communauté internationale que l'ensemble des populations congolaises, de tous les leaders, nous devrions nous impliquer pour que cette situation prenne fin et que ces gens rentrent chez eux et que demain nous puissions refaire les tissus socio-économiques de notre province. Comment est-ce que l'exécutif provincial du Nord Kivu s'est-il organisé pour assurer les festivités meilleures à sa population? Oui, c'est une mission légendaire à chaque exécutif. Je crois que maintenant il ne nous appartient pas de pouvoir dévoiler toutes les stratégies que nous allons mettre en place pour sécuriser la population, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'ennemis. Si nous commençons par dire qu'il y a ceci qui sera fait demain, eh bien il faut aussi développer des contre-stratégies. Mais je crois que la population peut faire confiance à ses dirigeants et que nous ne voudrions pas vraiment voir les gens fêter dans les mauvaises conditions. Et pour terminer notre entretien en beauté,
parlons sport, parce que je sais que vous aimez bien le sport. Quelle est la place qu'occupe le sport dans le programme du gouvernement provincial du Nord Kivu? Oui, je suis un grand sportif, vous l'avez évoqué, même ceux qui m'ont vu, ils savent que j'attache du prix au sport, parce que le sport nous permet d'encadrer la jeunesse. C'est la raison pour laquelle, malgré la guerre que nous connaissons au Nord Kivu, il n'y a jamais eu une seule équipe du Nord Kivu qui a raté les championnats, ou la Lina Foot, ou la participation à une compétition nationale, parce que tout simplement nous sommes en guerre. Nous avons envoyé les équipes, qu'il s'agisse de Virunga, qu'il s'agisse de Kabash, parce que ce sont les équipes qui ont été qualifiées. Nous les avons envoyés à Kinshasa, à Lubumbashi, au Bas-Congo, pour jouer avec toutes les équipes au niveau de Kinshasa et d'ailleurs. Chaque équipe ne nous coûtait pas moins de 18 000 $. Donc pour chaque sortie du mois. Et nous avons déjà enregistré plus de 10 sorties, entre 5 et 10 sorties. Ça fait autour de 5 000 $ que la province a déjà débloqué pour l'encadrement du sport. Et donc ça veut dire que le sport a une place de choix dans la politique du gouvernement provincial. Et même à l'indépendance, lors du 47e anniversaire de l'indépendance, nous avions appelé toutes les équipes de la province, de Massissi, de Rutshuru, de Beni, de Butembo. Toutes les équipes se sont retrouvées ici à Goma pour montrer en fait à l'opinion, à travers les